ce que fait cette notion d'ACA-fan, c'est c'est un mot valise, hein, avec donc ACA qui renvoie à l'académie, à l'académique en anglais, l'universitaire, et aux fans, et donc qui va en fait reconvertir en quelque sorte le stigmate d'être fan en une sorte d'emblème dont on peut être fier et qui peut être en tout cas légitime du point de vue culturel et du point de vue donc de la culture universitaire la plus objective et objectivable et légitime, en tout cas en société, avec cette notion. Voilà. Et c'est en lien chez Henry Jenkins avec sa notion de convergence culturelle. Voilà, j'avais terminé sur ça la dernière fois, hein, donc le 8 novembre, avec l'idée que la convergence culturelle, en fait, ça souligne les interactions des publics avec des contenus médiatiques et leur compétence croissante à passer d'un média à l'autre, leur appétence pour une culture participative, donc qui leur donne un rôle plus actif. Ce qu'il a illustré avec donc, le cas d'émissions de télé-réalité, de films comme Star Wars ou Matrix, et donc toutes les activités que ces productions culturelles suscitaient auprès de fans, notamment avec le numérique. Hein, parce que, bien sûr, Internet est partie prenante de ce phénomène de convergence culturelle. Internet permet d'allonger le moment de réception des programmes télévisuels ou radiophoniques. Hein, c'est quelque chose qu'on avait vu avec le texte sur Plus belle la vie, hein, pour ceux qui regardent depuis voilà, les plateformes disponibles en ligne. Ça peut individualiser les formes de réception, même si on retrouve toujours plus ou moins une dimension collective dans le fandomisme. Alors c'est un néologisme, hein, qui est une traduction de l'anglais, fandomism, pour désigner le fait d'être fan, en évitant la confusion avec le mot fanatisme, hein, fanatique, mot sur lequel il y a aussi une racine commune. Hein, et j'avais commencé le cours en la mettant en lien avec la dépréciation dont a fait les frais cette notion de fan. L'expérience de réception via le numérique peut s'étendre avec un avant, un pendant, un après la diffusion des épisodes proprement dites. Et donc, les chaînes de télévision sont conscientes aussi de l'importance de ce support. Et donc, elles participent elles-mêmes souvent les producteurs de séries, à une participation possible des spectateurs et spectatrices. Donc, par exemple, si ils peuvent donner leur avis, mettre des étoiles, recommander les contenus, faire des commentaires, etc. Enfin, des choses qu'on voit en permanence sur Internet. Et Jenkins montre que dans le cas des fans de Star Wars, en fait, Internet n'est pas seulement un vecteur de libre-échange, mais c'est aussi un enjeu pour les compagnies cinématographiques parce qu'elles ont les droits des films et elles peuvent elles peuvent exercer leur contrôle sur les sites web et les fanzines avec des formes de hiérarchie, qui peuvent reprendre le contrôle sur les propositions des fans, s'accaparer certaines d'entre elles qui peuvent les intéresser, etc. Voilà, ils privilégient en fait les versions officielles plutôt que celles des fans. Hein, donc, voilà. Jenkins se ressaisit d'une notion de Michel de Certeau. On avait vu le texte de Certeau dans l'Invention du quotidien sur la lecture comme un braconnage en anglais. Donc ce texte, il a été, je vous avais dit, traduit très vite en anglais. Et notamment dans les études culturelles, la notion de braconneur, de poacher, elle a eu pas mal de succès. Et donc Jenkins se ressaisit de cette notion de textuel poacher, donc de braconneur textuel, en montrant que des publics actifs renouent aussi avec des modalités plus anciennes, à travers les contes, les légendes, les mythes et les ballades qui étaient énoncés collectivement et qui donc donnaient plus d'importance au public et à leurs réactions qui pouvaient être intégrées dans la production des récits. Et selon lui, la révolution industrielle a contribué à privatiser ensuite la culture, en faisant émerger notamment le concept de propriété intellectuelle, ce qui a eu des effets sur les publics
qui se sont perçus comme des consommateurs et non comme des participants. Hein, on retrouve là quelque chose qui est en fait un constat qui est présent chez Laurence Lévin, hein, autrement, voilà, à partir d'autres objets. Et du coup, il y a eu un désengagement donc, des publics de la création et de l'interprétation des biens culturels, mais ils peuvent, selon lui, s'y réinvestir, notamment donc, en se définissant et en s'assumant éventuellement comme fan, enfin en tout cas en entretenant un rapport que lui appelle fan à la culture. Voilà. Et ça, il le voit comme faisant partie d'une culture plus vaste du do-it-yourself, qui peut remonter aux radios amateurs au début du XXe siècle, hein, dans les années 20, dans les années 10, puis les radios libres à partir des années 60, qui étaient promus par des groupes exclus des chaînes mainstream, des chaînes de radio dominantes. Ça, c'est une idée qu'on retrouve dans d'autres travaux français. Hein. Alors, il y a notamment un livre de Christian Bomberger, B-O-M-B-E-R-G-E-R, sur les passions ordinaires du match de football au concours de dictée, publié en 98 chez... Alors, Bomberger, c'est un sociologue du sport, hein, donc voilà, d'où l'importance du match de football, mais en même temps, il montre voilà, ce rôle... le fait que d'assumer une passion pour un objet culturel, que ce soit un objet sportif ou de la dictée, eh bien, ça renvoie aussi à des enjeux identitaires, à la fois collectifs et intimes, dans une société où les formes traditionnelles d'appartenance, la famille, le village, etc., ont tendance à s'éroder, à perdre leur pouvoir structurant. Voilà. Et donc, on voit que la culture peut offrir des cadres référentiels, des repères normatifs, des recettes de vie, des supports d'identification, et que ça peut s'amplifier avec la montée en puissance des industries culturelles et des médias. Hein, c'est que les supports d'identification, etc., c'est quelque chose qui existe pour la lecture. Vous avez dû voir ça avec Élodie Hummel. Il y a notamment ce texte de Darnton sur un lecteur de Rousseau au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si elle vous en a parlé, mais voilà, qui est un très beau texte où on voit ce lecteur qui est en fait un fan de Rousseau et qui va, par exemple, éduquer son enfant pour l'allaitement, tout ça, en lisant les textes de Rousseau. C'est-à-dire qu'il en fait une utilisation très pratique, très concrète. Voilà. Alors, Jenkins distingue deux figures de fans. Donc, il y a d'abord le braconneur, le poacher, donc mot qu'il emprunte à De Certeau, qui collabore avec les industries culturelles, qui dialogue avec elles, qui se les approprie de manière fluide, quitte à les transformer. Et puis, les culturels jammers, les jammers, qui brouillent en fait les codes culturels dominants, qui les perturbent, qui résistent face aux logiques commerciales de production des médias. Bon, là, vous voyez, entre la collaboration et puis la résistance, on retrouve un petit peu la typologie qu'avait fait Stuart Hall dans Codage-décodage, mais donc appliquée complètement, enfin autrement, quoi. Hein, et il y a moins le cadre marxiste que chez Stuart Hall. Et pour Jenkins, en fait, certains aspects des cultures fans, donc certains choix esthétiques ou politiques, ont été appropriés par certains productions et producteurs dominants dans les industries culturelles. Alors, il illustre ça avec Quentin Tarantino. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les films de Quentin Tarantino. Et alors, Quentin Tarantino, qui était un grand fan de films de série B, en fait, il a travaillé lui-même dans une boutique de location de vidéos de VHS à l'époque. Et en fait, ces films, ces séries, ça emprunte beaucoup de scènes et d'images propres aux médias de masse. Et donc, il a sa mythologie personnelle de fan. Il reprend certains personnages, certaines parfois des dialogues. Il retravaille certains dialogues, etc. Voilà. Et vous pouvez mettre un grand 3, fan versus amateur, enfin amateuris, on peut dire, hein, amateur, amatrice.
Fan versus amateuris, retraduction, critique et prolongement français. Donc je revisite un petit peu cette opposition sur laquelle j'avais ouvert ma présentation. Hein, ça fait un petit peu, ce cours fait un petit peu dissertation, dissertation avec de l'opposition, de l'opposition à la réconciliation en fait. Enfin, on va voir dans quelle mesure on peut voilà. Donc, fan versus amateur, amatrice, vous pouvez mettre un point d'interrogation, hein, retraduction, critique et prolongement français. Alors, en France, ces travaux, donc, qui sont donc de Fisk, Williams, Fisk, Jenkins, c'est des travaux en anglais, qui ont été développés en Grande-Bretagne et aux États-Unis, beaucoup, hein, mais qui trouvent des prolongements du côté de la sociologie des médias et en sciences de l'information et de la communication. Et dans un second temps, en sociologie de l'art et de la culture, qui, au départ, s'était distingué de ces approches. Pour vous donner des exemples un peu concrets sur des chercheurs et des chercheuses qu'on a abordés en cours, Dominique Pasquier, par exemple, donc, j'en ai pas mal parlé, elle a travaillé sur et les garçons, tout ça. Elle est plutôt en sociologie des médias. Elle s'est un petit peu décrochée, même si elle a d'un cadre bourdieusien très strict. Hein. Voilà, bon, même si elle connaît bien ses travaux. Et c'est d'abord par la sociologie des médias, par les sciences de l'information et de la communication, que ces travaux de langue anglaise ont été importés. Et la sociologie de la culture, au départ, elle était plutôt sur des positionnements un peu de distance vis-à-vis de cette figure du fan. Alors, quelques travaux pionniers, donc d'abord en sociologie des médias et en info, ce qu'on appelle l'infocom, hein, un peu rapidement, sciences de l'information et de la communication. Voilà. Bon, les sociologues des médias sont parfois un peu méprisants avec les infocoms. Ils considèrent que c'est un petit peu une sous-sociologie des médias, parce qu'il y a un peu moins de rigueur en termes méthodologiques qu'en sociologie. Mais voilà, en même temps, c'est tout à fait. Il y a des sociologues qui s'inscrivent aussi en sciences de l'information et de la communication. Donc, alors, quelques travaux pionniers sur les fans des Beatles. Il y a un beau livre de Christian Lebar sur les fans des Beatles. Plaide pour, justement, le caractère heuristique d'une recherche sociologique sur ces populations de fans. Il y a un numéro de la revue Réseau, en 2009, dirigé par Olivier Donat, qui veut, dans cette lignée, étudier les fans en prenant en compte ces deux traditions de recherche et d'enseignement pour briser, selon lui, certaines hiérarchies universitaires improductives, donc notamment le rejet de la figure du fan dans les travaux de sociologie de la culture. Alors, ce volume de la revue Réseau, il est important, mais il n'a pas abouti à ériger un domaine de recherche cohérent et structuré sur les fans et sur le fandomisme, comme il a pu davantage exister en langue anglaise, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Alors, il y a l'exemple du travail de Dominique Pasquier sur les fans d'Hélène et les garçons, aussi celui de Sabine Chalvon de Marsay sur les publics, alors ce qu'elle appelle les publics particulièrement concernés, elle n'utilise pas le mot fan, les publics d'urgence et de la série L'Instit. Mais c'est un questionnement un peu différent parce que leur recherche ne porte pas exclusivement sur les fans, elle porte sur des publics dont l'identité sociale, en l'occurrence chez Sabine Chalvon de Marsay, elle a enquêté auprès de médecins, d'élèves ou d'instituteurs, impose une implication forte dans la réception de la série parce qu'elle partage des situations, des événements, un quotidien qui peut rappeler celui de l'Instit ou des héros d'urgence. Hein. Voilà. Donc elle a fait des groupes d'instituteurs notamment. Voilà. Et l'enjeu de son enquête, c'était de comprendre la manière dont ces publics mobilisaient leur identité sociale dans leur relation au programme, la manière dont ce programme il s'interconnectait avec leur vie. Et ça témoigne notamment, comme résultat, d'un rapport à la télévision pour les populations d'enfants, moins dociles qu'on n'aurait pu le croire.
puisque les groupes auprès desquels elle a étudié témoignent d'un esprit critique collectif, notamment sur sur cet instituteur qui arrive toujours dans des nouveaux villages, parce qu'il est toujours remplaçant, avec sa moto, voilà. Voilà, les enseignants étaient aussi étaient un petit peu critiques après l'enthousiasme initial qui avait pu être manifesté, donc notamment par les enfants. Alors, vous pouvez mettre... donc, il y aura 3 sous-parties... Non. Ouais, c'est 3 sous-parties dans ce grand 3. Donc, d'abord, déconstruction de la notion, critères et définition. Enfin, critères de définition, pardon, et terminologie. Après, donc, il y aura une partie... un grand B sur les critiques de certains usages scientifiques de la notion. Donc critique d'Henry Jenkins en particulier, et puis un C, des fans aux pratiques culturelles légitimes, avec l'exemple du jazz et de l'opéra. Je vous rappelle que les plans, vous les avez toujours sur l'espace Moodle, donc en complément du cours, voilà, ils sont tapés avec la bibliographie en l'occurrence. Alors, Philippe Le Guern insiste sur l'importance de déconstruire le terme de sens commun, donc le terme fan, avec son lot de connotations dépréciatives, nous l'avons vu, sur l'importance de recourir à la méthode ethnographique qu'il a lui-même pratiquée à propos de la réception d'une série de science-fiction britannique, Le Prisonnier, série qui a été produite à la fin des années 60, à laquelle il a consacré sa thèse, et de s'arrêter sur les critères qui définissent le fan avant de l'utiliser comme catégorie descriptive. Donc ça permet de distinguer la notion de fan de sa signification dans le sens commun. C'est tout l'enjeu en sociologie. On parle souvent de déconstruction des sujets sur lesquels on veut travailler pour les reconstruire de manière plus scientifique. Et là, c'est ce qu'il fait vraiment avec cette notion de sens commun de femme, Philippe Le Guern. Et donc, il propose 4 critères, voire 5, que je vais vous énumérer. Premier critère pour parler de fan, selon Philippe Le Guern. L'aspect visible et démonstratif du goût culturel. L'aspect visible et démonstratif du goût culturel. Avec des rituels, le fait d'aller à des concerts, de collectionner des images ou des produits dérivés, d'assister à des projections dans des salles mythiques. Il y a eu un travail en ce sens sur le Rocky Horror Picture Show, qui joue encore aujourd'hui à Paris, toutes les semaines, à minuit, dans une petite salle. Quartier Latin, c'est une expérience à faire si vous ne l'avez jamais faite. Voilà. Une comédie musicale créée en 1973, ce qui était en hommage au film de série B d'Épouvante. Donc voilà, tout ça, c'est des rituels, des activités qui peuvent être revendiquées de manière visible et démonstrative. Et Philippe Le Guern évoque en ce sens une économie de la démesure, marquée par des dépenses de temps et d'argent supérieures à celles que peut manifester un public plus moyen, plus ordinaire, qui peut se retraduire, et ce qui peut se retraduire aussi en style de vie, qui peut toucher les vêtements, les pratiques vestimentaires, voire les pratiques corporelles ou alimentaires. On peut penser aux femmes du groupe Cure au début des années 80, donc qui avaient un style gothique, voilà. Je ne sais pas s'il y a des fans de Marilyn Manson, mais qui s'habilleraient comme lui. Je pense que c'est un peu différent, mais voilà. Bon, bref, il y a en tout cas voilà. Deuxième critère, la dimension collective de la pratique. Dominique Pasquier remarque dans son travail sur Hélène et les garçons qu'en fait un fan n'existe qu'à partir du moment où il rencontre d'autres fans. Sinon, c'est difficile de se définir comme fan tout seul dans son coin. Le fan doit nécessairement être en relation sociale, former des groupes plus ou moins structurés avec d'autres fans, voire former des communautés qui peuvent englober presque toute une génération. Ça, c'est un questionnement qui a été posé et qui est assez légitime sur Harry Potter. Ou à tout un groupe social.
On peut penser aux gays amateurs de Sheila ou Dalida qui sont évoqués par Le Guern et qui peuvent mettre ce goût-là en lien avec leur homosexualité. Troisième critère. Alors c'est ce critère qui se dédouble éventuellement. Il faut, si on sépare en fait, si on met à part l'artiste, une érudition spécifique qui peut toucher les œuvres et les artistes. Donc une érudition spécifique et l'adulation d'un artiste. L'érudition, c'est le fait d'amasser des connaissances, de connaître. Avoir une connaissance sans faille du programme ou de la vedette admirée, d'entretenir un rapport particulier à l'artiste, d'écrire à l'artiste, de chercher à entrer en relation avec lui. Le fan, de ce point de vue, peut se faire l'avocat, le passeur de savoir, le médiateur avec d'autres individus. Et donc, il y a dans cette érudition une recherche de rareté, un désir d'exhaustivité, un souci de détail qui peut se manifester. Quatrième critère, des activités de création et de production de contenu, parfois collaboratives, en lien avec leur passion. Dans ces activités, il y a la dimension sociale parce que le fan peut penser aux personnes qui vont le recevoir et qui elles-mêmes certainement seront des fans, se définiront comme fans. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces activités de création de contenu, il peut y avoir aussi une attitude critique face aux produits médiatiques, ce que Jenkins catégorisait comme le jammer. Puisque le besoin, en fait, de créer à son tour, il procède à la fois d'une admiration et d'une frustration face à certains choix officiels. Ça, c'est une dichotomie, justement, qui est développée par Jenkins. Et puis de la volonté de discuter, de confronter ses perceptions avec d'autres fans. Alors, je parlerai aussi du travail de Sébastien François, qui a travaillé sur les fanfictions produites sur Harry Potter. Et donc, il a un article dans le numéro de la revue Réseau de 2009. Alors, pour le coup, les fanfictions sur Harry Potter, il y a une prolifique activité d'écriture en ligne sur cette série, qui prolonge, complète, amende, modifie les romans ou certains des romans et certains des films d'Harry Potter. Alors, sur les fanfictions, il y a le site fanfiction.net qui est le plus ancien, créé en 1998, et qui héberge donc un grand nombre de fanfictions. Il y a presque 500 000 textes, 10 ans après sa création. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un... Je connais bien le site. Ah, vous connaissez bien, d'accord. Donc vous confirmez ? Oui. D'accord, ça vous fait rire. Il y a beaucoup de sites comme ça sur les fanfictions. Mais oui, il y en a plein d'autres. Depuis 98, on était encore au début d'Internet, de la génération d'Internet. Mais voilà, il y a près de 500 000 textes. Il faudrait actualiser la notion parce que là, encore 15 ans plus tard, il doit y en avoir encore plus. Et ces textes, en fait, ils font d'une page à plusieurs centaines de pages. Donc c'est vraiment... et il y en avait une bonne quantité en français, la majorité étant bien sûr en anglais. Et puis il y a d'autres sites, d'autres blogs personnels. Vous voulez donner un témoignage peut-être Non. Ouais. Il y avait eu un exposé sur ce texte de Sébastien François il y a 2 ans.
Et celle qui avait fait l'exposé, je crois qu'elle a maintenant soutenu son M2, mais du coup elle pratique elle-même beaucoup les fanfictions, puis elle avait démoli Sébastien François. Elle avait dit non mais il a tout faux, voilà, voilà, sur des critères, sur ses pratiques à elle, avec les fanfictions, mais ça touchait quelque chose qui était très intime en fait, voilà. Donc il y a la possibilité de critiquer aussi Sébastien François, mais bon là je vous donne quelques éléments sur ce travail-là qui est voilà. Donc en fait, ce que font ces fanfictions, c'est que le plus souvent, il y a un décalage de l'intrigue principale qui va passer au second plan. Donc par exemple, dans le cas d'Harry Potter, l'affrontement entre Harry Potter et puis Voldemort, au profit de fictions secondaires, qui insistent beaucoup plus sur les relations entre de toute une série de personnages, notamment parfois les couples. Et donc, il y a des catégorisations de ces fanfictions, en anglais, le plus souvent. Donc, il y a le crossover. Je prononce ça sans aucun accent anglais. Voilà, je ferai du franglais. Le crossover qui mêle des éléments de fiction différentes, par exemple, qui peut mélanger Harry Potter et Prison Break. Il y a aussi les PWP, Porn Without Plot. Donc ça, c'est dans les fictions qui vont érotiser, en fait, l'éroticisation dans les fanfictions. Donc en fait, c'est du porno sans intrigue, le PWP. Le but, c'est d'aboutir à une séquence pornographique, en fait. Il y a aussi les slash, qui mettent l'accent sur les rapports amoureux et très souvent sexuels entre deux personnages masculins. Alors, et ouais, il y a aussi des fictions qui sont très, sur toutes les cultures gays et lesbiennes, c'est intéressant, ces fanfictions, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on a retrouvé, j'avais deux étudiantes une année qui avaient travaillé sur les mangas. Et donc c'est pareil dans les mangas, il y a beaucoup de sous-catégories avec la réécriture comme ça sur des critères parfois, entre la proximité avec la hard romance, la sexualisation qui va être plutôt du côté gay et lesbien, Et puis le clivage sexué qui est très important. Ceux qui sont pour les garçons, ceux qui sont pour les filles, sachant que parfois, il y a le résultat inverse, c'est-à-dire que ce sont les filles qui vont lire ce qui est prévu pour les garçons et inversement. Donc ça, c'est très intéressant à étudier du point de vue d'études de genre, ces phénomènes-là. Il y a aussi les Mary Sue, c'est-à-dire on crée un personnage qui projette le fan lui-même dans l'univers de la série. Le fan va s'intégrer, en fait, et trouver son rôle dans Harry Potter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans la production des fanfictions elles-mêmes, il y a des textes et des positionnements plus ou moins légitimes. Donc, par exemple, le Marichou, c'est déconsidéré, c'est délégitimé par les autres. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne sur l'illusion référentielle et l'identification. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que l'identification, elle a longtemps eu mauvaise presse aussi dans les travaux sur la réception. Et donc, ça peut être critiqué par d'autres femmes comme une dérive, comme un degré zéro du récit de fan, avec des lieux communs qui sont moqués. Parfois même, certains écrivent des Mary Sue, mais pour dénoncer les Mary Sue, pour se moquer des Mary Sue. De même, voilà, c'est quelque chose qu'on... Donc, ça témoigne de l'existence de hiérarchies de légitimité à l'intérieur de la culture fan, en fait. Alors, Sébastien François, dans ses travaux, décrit minutieusement ses productions et ses hiérarchies. Il montre aussi que ce sont principalement, selon lui, des jeunes autrices, majoritairement des jeunes filles, mais il y a aussi quelques jeunes auteurs. Bon, ça, c'est un lieu commun dans les travaux sur la réception culturelle, les fans. Encore une fois, que c'est toujours les femmes, les filles qui regardent les choses les moins légitimes. Mais encore une fois, ça, si vous avez envie de faire des recherches sur ça, je vous y invite beaucoup parce que cette étudiante qui avait fait je vous ai déjà parlé de son travail qu'elle avait fait sur les hommes qui lisent de la romance. Et c'était un des plus beaux mémoires. Elle avait eu 19/20. C'est un magnifique mémoire qui est d'ailleurs en ligne sur le site de la BU. Il y a certains bons mémoires qui sont en ligne. Je vous invite à aller les voir. Et c'était hyper intéressant. Et donc, elle montrait que ces jeunes hommes pleuraient en lisant des romances, ils avaient des réceptions et on n'en parle jamais. En fait, dans les travaux sur la réception, ce qui est tout le temps dit, c'est ce sont les femmes qui lisent un roman, ce sont les femmes qui produisent et écrivent les Mary Sue, etc.
Donc, on a aussi, dans ce que montre Sébastien François, c'est qu'il y a beaucoup de réflexivité de ces fans. Il y a parfois un métadiscours, un métatexte. Ils peuvent eux-mêmes se positionner dans les textes qu'ils produisent contre, par exemple, les Mérichou ou les fangirls. Donc il y a des capacités analytiques, réflexives, rationnelles, dans la manière dont ils se présentent eux-mêmes, dont ils présentent leur production. Bon, lui, il propose de regrouper l'ensemble de ses productions amateurs sous le terme fanon, en opposition au canon. Petite citation. Le fanon semble donc s'auto-alimenter et surtout susciter chez certaines femmes un engouement au moins égal à celui né du canon. Puisque certains producteurs de fanfiction vont devenir eux-mêmes fans d'autres auteurs de fanfiction et les mentionner, en conseiller la lecture, parfois les contacter pour leur demander l'autorisation de traduire certains textes, puisque sur Harry Potter, la majorité c'est en anglais, mais souvent donc il y a un bilinguisme des auteurs français de fanfiction. Donc on peut voir que la lecture des romans de Rowling, finalement, passe un peu à l'arrière-plan, parfois, hein, pour ceux qui vont se référer plus au fanon qu'au canon originel des textes de Rowling. Alors, il y a aussi, outre Sébastien François, une autre chercheuse, Mélanie Bourda, avec 2 A à la fin, B-O-U-R-D-A-A, qui a beaucoup travaillé donc, sur les fans, sur les communautés de fans de production audiovisuelle. Alors, elle liste 5 types d'activités différentes réalisées par les fans, et ces activités témoignent de l'engagement intellectuel et émotionnel de ces publics. Alors, première activité, c'est la création de liens sociaux, se retrouver dans des endroits, des conventions de fans, se retrouver pour visionner ensemble les séries. Par exemple, ça a été le cas de The L World, je ne sais pas si vous connaissez cette série qui porte sur des lesbiennes, qui est maintenant un peu ancienne, mais du coup, il y avait des regroupements tous les dimanches soirs dans les bars lesbiens de New York ou Chicago. Les fans de Lost aussi qui regardaient, lorsque la saison, je ne sais pas, vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais lorsque c'était la première diffusion de Lost, bon, certains étaient allés même voir, s'étaient déplacés à Hawaï sur les lieux de tournage de la série. Et il y a aussi il y a aussi la possibilité de se retrouver virtuellement pour du live tweeting, donc le fait de tweeter en fait en temps réel au moment de la première diffusion de la série en ligne, avec des hashtags, des retweets, etc. Deuxième activité, c'est la médiation culturelle, avec la circulation souvent transnationale via Internet, la traduction de fichiers vidéo. Alors ça remonte aux années 1980, avec les mangas et les animes au Japon, qui fait apparaître le fan-subbing. C'est le sous-titrage par les fans des séries. Donc il faut aller très vite. Donc, par exemple, je me souviens qu'à l'époque de Lost, parce que j'avais suivi un petit peu les débuts de Lost, et du coup, il y avait donc du fan-subbing, et donc des sous-titreurs en français qui s'empressaient d'aller mettre des sous-titres en français pour que les Français puissent suivre les VO de la série. Et ça permet de mieux faire connaître ces vidéos à l'étranger. En l'occurrence, pour les mangas, c'est d'autant plus important quand c'est du japonais. Et ça a participé à l'extension de ces séries télévisées. Alors, c'est un travail collaboratif, parfois même concurrentiel, parce qu'il y a différentes équipes qui peuvent se mettre en compétition sur la même série. Ça implique bien sûr des compétences linguistiques, techniques, du temps, un investissement personnel régulier, semaine après semaine. Sachant que le nom du fan-subber qui a fait les sous-titres, il peut apparaître au début des épisodes visionnés. Il y a une répartition des tâches. Ceux qui sont chargés de trouver les épisodes originaux, les uploaders, et puis les woke-uppers qui les traduisent, les relisent. C'est un travail collectif, quoi. Il y a aussi les encodeurs qui peuvent couper les dialogues en segments pour les faire apparaître à l'écran selon le bon timing. C'est assez complexe comme activité. Mais du coup, on peut considérer ces fans comme des intermédiaires culturels
qui participent à légitimer ces productions culturelles, à les rendre accessibles dans la version originale, selon un format de visionnage qui est propre à la cinéphilie. Les intermédiaires culturels, traditionnellement, ce sont les éditeurs, les agents, voilà. Et là, voilà, on a des... Alors, c'est la notion de pro-am, professionnel, amateur, enfin, j'y reviendrai après. Alors, troisième type d'activité, des activités d'intelligence collective, justement. Faire circuler les connaissances dans une société connectée, notamment avec des stratégies transmédia. C'est-à-dire que la narration, elle peut se disperser sur différents supports, sur différentes plateformes. Et les fans peuvent chercher à reconstituer ce puzzle en créant des wikis, des encyclopédies, en reconstituant des univers sériels ou cinématographiques et les mettant à jour. Par exemple, sur la série Lost, il y a un Lostpedia. Bon, la série Lost, elle est finie, elle s'est arrêtée en 2010, mais voilà, il y a donc... Bon, et puis sur Lost, alors on a d'ailleurs une spécialiste de Lost qui travaille sur les séries télévisées au centre de recherche RIRA 21. C'est Sarah Atwell, pardon. Sarah Atwell qui a beaucoup travaillé sur Lost, qui est elle-même un peu une fan de Lost. On a quelques ACA fans d'ailleurs à l'université qui travaillent sur les séries. Voilà, mais en tout cas, il y a l'idée aussi de lui donner... donc elle a travaillé sur Shakespeare à l'origine, donc il y a l'idée aussi d'aller... de mettre en lien cette série avec une culture antique, mythologique, etc. Quatrième type d'activité, les activités de création. Donc la fanfiction, créer son propre texte, mais créer aussi ses propres vidéos, la fan vidéo, des affiches, le fan art. Il y a aussi les mash-up, alors qui superposent plusieurs œuvres ou plusieurs genres différents. Ou le machinima. C'est une technique qui repose sur un concept assez simple, qui revient à créer un film à partir d'un univers virtuel, comme celui du jeu vidéo. Donc machinima, en fait, c'est un mot valise avec machine, cinéma, animation. Ça apparaît à la fin des années 90. Mais c'était pratiqué bien avant par les joueurs de jeux vidéo. Voilà, création de blogs, ou de microblogging d'ailleurs, ce qui permet de poster des messages, des photos, des vidéos, des liens, des gifs, etc. Bon, et là-dessus, comme je l'ai souligné, il y a toujours des enjeux de genre. Donc, ce qui domine dans ces travaux, c'est que la majorité, quantitativement, ce sont des femmes. Sébastien François, il avait comptabilisé 90% des fiches remplies dans son enquête qui étaient des Potter Fiction. Des Potter Fiction qui étaient remplis par des femmes. Mais voilà, il faudrait voir aussi s'il n'y a pas certains hommes qui se définissent comme femmes. Voilà. Et puis voilà. Et puis il y a quand même 10% d'hommes, de toute façon. Cinquième type d'activité, les activités d'engagement civique. Parfois avec un sens politique, mais pas toujours. Certains fans peuvent chercher à sauver leur série si les producteurs menacent de l'interrompre. Mais l'engagement civique et politique peut aussi concerner la représentation des minorités raciales ou sexuelles, la promotion de certains thèmes politiques ou sociaux dans le programme, la défense de certaines causes sociales, caritatives ou politiques. Jenkins a étudié la Harry Potter Alliance, qui a été créée par Andrew Slack et qui compte plusieurs dizaines de milliers de membres à travers le monde, qui s'est battue pour différentes causes. La lutte contre le sida, le mariage homosexuel, avec des partenariats, en se revendiquant des valeurs morales défendues dans les livres ou les films Harry Potter. Avec des actions imaginatives, ludiques, etc. Voilà, alors ce qu'on peut voir à travers ces 5 types d'activités, c'est que
Être fan résulte d'un travail d'ajustement à des normes, à des représentations, à des valeurs, et parfois d'une socialisation spécifique qui peut aussi produire des effets dans d'autres domaines d'expérience. Hein, c'est ce qu'on peut voir avec les compétences techniques, sur le sous-titrage, avec de l'engagement politique pour l'engagement civique. Voilà. Ça va ? B, en fait, critique de certains usages scientifiques de la notion de fan, et ce sont surtout des critiques, donc des travaux d'Henry Jenkins, dont je vais faire part. Donc des critiques régulièrement adressées en France à ces travaux, et en particulier à Jenkins. Je vais énumérer 4 critiques qui sont faites à Jenkins. Le fait que son approche, elle met de côté le débat autour de l'action politique, qui est un débat fondateur dans les cultural studies. Donc son approche, elle met de côté la dimension politique de la réception. Elle élimine la notion d'hégémonie qu'on doit à Gramsci, qui a été volontiers reprise, notamment par Stuart Hall, mais au profit de la seule résistance. Donc il parle beaucoup de résistance, mais du coup ça noie un petit peu la dimension politique de la résistance, puisque si toutes les activités des fans sont résistances, du coup voilà, on perd un petit peu une colonne vertébrale politique, et puis ça revient aussi à... Bon, voilà. Bon, même si Jenkins lui-même s'est dit au fil du temps de plus en plus mal à l'aise avec la notion de résistance, mais voilà, en tout cas c'est une critique. Deuxième point, dans les travaux de Jenkins se caractérisent aussi volontiers par un ton normatif qui envisage les cultures fans sur le mode de la célébration de manière exclusivement positive. Puisqu'il considère, lui, que cette culture fan, il l'accueille, elle est tout à fait bienvenue après les ravages, les dommages, les conséquences de la révolution industrielle qui a, selon lui, donc, suscité une culture de la consommation plus que de l'action. Si on regarde ces figures du poacher et du jammer, les deux sont positives, en fait. Et donc ça, il a été accusé de populisme et de dualisme moral, avec une survalorisation populiste de la figure du fan. Et en mémoire, une sous-évaluation de ses traits plus négatifs, comme l'irrationalité du fan, qui n'est pas mise en avant par Jenkins. Le populisme, ça va ? Vous en avez entendu parler ? Il y a un petit livre important, je ne sais pas si Lambert Barthélemy vous en a parlé, mais c'est... Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le savant et le populaire. Vous en avez entendu parler de ça ? Oui ? Donc le misérabilisme et le populisme, vous connaissez par cœur ? En fait, c'est un positionnement par rapport aux cultures populaires. Donc aux cultures populaires illégitimes, souvent des catégories sociales populaires, plutôt donc employés, ouvriers pour aller vite, voilà. Même s'il n'y a pas d'exacte équivalence entre la classe sociale et la culture, c'est encore voilà, c'est quelque chose que travaille. Alors le savant et le populaire, on avait fait venir Claude Grignon lors d'un des premiers ateliers d'études culturelles il y a une dizaine d'années. Alors je vous renvoie aussi à une table ronde sur ce livre dans la revue Bien Symbolique en 2017 qui est très intéressante. Il y a notamment il y a un texte de plusieurs chercheurs qui montrent pourquoi ce petit livre, qui est maintenant publié en poche depuis 2015, a été important dans leur trajectoire de chercheurs. Il y a un beau texte de Dominique Pasquier, par exemple. En fait, c'était un séminaire tenu par ces deux chercheurs, et tous les deux, ils prenaient une distance critique par rapport aux travaux de Bourdieu, dont il montre le légitimisme, c'est-à-dire que lui-même croit au côté légitime de la culture légitime. Et ça peut conduire à une dérive misérabiliste, c'est-à-dire considérer que les cultures dites populaires sont
sont de qualité inférieure, sont misérables en fait. Voilà. Donc c'est avoir une vision négative des cultures populaires qui se définirait par le manque, uniquement par défaut, uniquement comme un miroir négatif des cultures plus légitimes. Alors que la culture dite populiste, c'est au contraire avoir un rapport exclusivement enthousiaste aux cultures populaires, dire, bah voilà, la musique de variété, Michel Sardou, le manger des saucisses et des frites, manger du mauvais vin, c'est génial. Je caricature, hein. Mais voilà, le populisme, c'est un peu ça. Et vous voyez que le populisme, ça masque aussi une sorte de conservatisme au niveau politique, parce que si c'est génial, bah, à ce moment-là, on ne bouge pas dans la société. Les pauvres vivent le pauvre. Donc, si vous voulez, ces débats-là, en fait, c'est important de voir que derrière cette opposition entre misérabilisme et populisme, c'est deux écueils, en fait, hein, tous les deux. Et donc, le petit livre de Grignon et Passeron, il est intéressant parce qu'il donne des pistes pour naviguer entre ces deux écueils. Voilà, il dit, il faut ni dire la culture populaire c'est misérable, parce que certes, il y a des choses tout à fait intéressantes dans les cultures populaires, ni c'est génial. Voilà, les deux sont insatisfaisants en fait, et donc il faut trouver des manières de faire. Alors eux, ils proposent ou bien de décrire ça par l'alternance, c'est-à-dire alterner entre la reconnaissance d'une autonomie des cultures populaires et la reconnaissance qu'elles se définissent aussi par leur domination et leur rapport aux cultures dominantes. Ou l'ambivalence. L'ambivalence, c'est voir que les deux se mélangent. Ça va ? Et quand il était venu, Grignon avait dit, en fait, l'exercice intellectuel doit tendre plus vers l'alternance que vers l'ambivalence. Le mieux, c'est d'arriver à définir au mieux les moments d'alternance. Ça va ? Un exemple tout bête, c'est par exemple, un vieil ouvrier à la retraite qui va fabriquer sa canne, qui a l'habitude qui connaît le bois suffisamment et les usages pour fabriquer une jolie canne, etc. On peut voir ça comme un manque, un défaut, c'est-à-dire il a besoin d'une canne, il n'a pas assez d'argent, ou dans son milieu, c'est par le manque, il a pris l'habitude de se débrouiller tout seul et de construire lui-même ses mobiliers, donc sa canne, et on peut voir ça comme une vraie compétence, le fait de choisir son bois, d'avoir un couteau, d'avoir appris à faire tout un artisanat pour fabriquer sa canne. D'accord ? Bon, voilà. Bon, c'est un petit... je fais un tout petit écart sur ce livre, mais qui est une référence importante à avoir dans votre bibliothèque en études culturelles. Et voilà, et notamment sur les enjeux de ces notions de misérabilisme et de populisme. Donc là, en fait, ce que les critiques françaises à Jenkins, notamment celle de Philippe Le Guern, c'est de dire qu'il y a du populisme chez Le Guern. Voilà. Troisième critique, il envisage parfois les communautés de fans de manière homogénéisante, en leur prêtant des intentions conscientes, voire un projet de société. Ce serait une société où il n'y aurait pas de version définitive des biens culturels, en fait. Où on serait en permanence en train de réécrire le canon ou le fanon, enfin voilà, où les individus seraient en permanence actifs par rapport à leur réception des biens culturels. Donc, il leur prête de manière homogénéisante des intentions conscientes, voire un projet de société où il n'y aurait pas de version définitive d'un objet culturel, en miroir de son propre ressenti d'Akafan, qu'il met peut-être insuffisamment à distance. Par exemple, alors je vous ai mis dans la bibliographie du cours un texte qui est justement, qui est paru dans les cultes médiatiques, The Poachers and the Stormtroopers, et il dit lui-même dans ce texte, en fait, qu'en tant que fan, il est plus fasciné et satisfait qu'avant par les biens culturels disponibles. Donc lui-même, c'est très bien de s'assumer comme fan, mais du coup, il y a aussi une sorte d'enthousiasme et de un peu excessif, en fait, par rapport à son expérience de fan. Quatrième critique, il ne pose plus non plus la question de la valeur des biens culturels.
Il abolit par une forme de relativisme parfois excessif toute différence possible de qualité intrinsèque entre les œuvres. Or, le concept de légitimité culturelle, qui a été, que l'on doit à Pierre Bourdieu, il correspond à des réalités objectivables, puisque les échelles de légitimité, elles se perçoivent, elles sont durcies dans le social en quelque sorte, à travers les traitements différenciés que les institutions culturelles légitimes réservent à différents biens culturels et à la rentabilité sociale différente qu'on peut en faire. Les enquêtes continuent de témoigner les unes après les autres de l'intériorisation par les spectateurs, lecteurs, consommateurs, consommatrices, d'une échelle de légitimité qui continue à dévaloriser la figure du fan pour ses activités de collectionneur, son rapport trop passionnel aux œuvres, souvent le même peu légitime, ses goûts exclusifs. Et alors je vous renvoie au texte sur Plus belle la vie, c'était vraiment un résultat de cette enquête. On va voir aussi dans le texte d'aujourd'hui qu'il y a une enquêtée qui a ce sentiment d'illégitimité ou de légitimité culturelle. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel de manière abstraite, c'est quelque chose que vivent très concrètement tout un tas d'individus dans nos sociétés contemporaines. Et c'est important de le prendre pour objet aussi, puisque ce qui est durci dans le social et objectivable par des institutions, des échelles de valeur, ça rejaillit sur la vision du monde et la manière dont on va se définir et dont on va soi-même avouer ou ne pas avouer ses goûts culturels, etc. Donc on a toujours les enquêtes montrent toujours que le fan dit de base est une figure repoussoire, même dans les travaux sur les fans, où on peut distinguer le fan de base du grand fan, par exemple, qui est une figure experte, plus valorisée, plus valorisable. Pourtant, ce que constate aussi ce que constatent les enquêteurs, c'est que le fan, le mauvais fan, le fan de base, le mauvais lecteur, ceux qui font des enquêtes ne le rencontrent pas en général. C'est plutôt une figure un peu qui sert à être brandie comme repoussoir. Mais les personnes généralement interrogées sur leur usage des biens culturels, elles se caractérisent souvent par un usage réflexif minimal de leur consommation. Christian Lebar, dans son étude sur les fans des Beatles, il montre au contraire que certains fans ont des présentations d'eux-mêmes extrêmement stratégiques et fines. Ils vont assumer le fait d'être fans lorsqu'ils sont face à d'autres fans des Beatles et en même temps, ils vont le récuser face à d'autres personnes de crainte d'être stigmatisés. Alors tout ça, ça dépend bien sûr aussi de la manière dont on mène l'enquête et dont l'enquêteur va lui-même se définir. Christian Lebar, lui, il n'hésitait pas à se dire lui-même fan des Beatles. Voilà. En même temps, ce que montre son enquête, c'est à quel point cette passion qui peut se manifester donc, pour les Beatles, elle peut aussi avoir des effets sur les trajectoires sociales. Elle peut aussi orienter, complexifier des trajectoires sociales. Donc, c'est quelque chose qu'il est utile d'étudier. Et il montre aussi qu'il y a une affinité entre la manière dont on aime les Beatles et la position sociale. Donc, voilà. Petit C ou grand C, je ne sais pas, le troisième point dans ce grand 3, des fans aux pratiques culturelles légitimes, l'exemple du jazz et de l'opéra. Des fans aux pratiques culturelles légitimes, l'exemple du jazz et de l'opéra. Et je me dépêche parce que je voudrais qu'on ait le temps quand même pour l'exposer. Mais ça va aller vite.
Et je vous renvoie dans cette dernière partie à un texte et une recherche de Venceslas Lisée, qui a fait sa thèse sur les publics du jazz et notamment ce qu'il a appelé les publics du premier rang. En fait, il a fait pas mal d'ethnographie dans des festivals et concerts de jazz et il avait constaté que, donc en rencontrant des publics amateurs de jazz qui se déplaçaient dans des lieux, dans les mêmes lieux, enfin qui se connaissaient, voilà, et il a catégorisé un public dit du premier rang, c'est-à-dire ceux qui, un petit peu comme les, comme enfin voilà, donc comme en classe, on peut stigmatiser ceux qui, enfin ou pas ceux qui se mettent au premier rang, mais en tout cas ce public-là, mélomane, se mettait systématiquement au premier rang dans les concerts. Et donc, quand il fait une analyse donc, de ce travail qui est d'ordre, il a fait des entretiens et puis une ethnographie assez fine pour repérer notamment, donc, en se rendant lui-même au concert, qui se mettait au premier rang. Il fait un usage qu'il appelle contrôlé de la catégorie de fans et il articule donc cette catégorie avec une analyse des propriétés sociales et des déterminations sociales de ces individus. Et selon lui, on peut utiliser cette notion ainsi définie pour étudier des pratiques culturelles légitimes comme le jazz. Ce qui fait apparaître, je le cite, une figure à la fois sociale et culturelle inaperçue dans les travaux de réception. Donc dans son travail, il a étudié au final une douzaine de personnes qui venaient donc au premier rang, qui arrivait toujours avec au moins 1 heure d'avance pour avoir sa place au premier rang. Et donc, ça devenait une sorte de rituel pour s'attribuer ainsi ce qu'il considérait comme les meilleures places. Et ce groupe se caractérise, dans l'enquête qu'il a menée, par son érudition, sa constance, sa fidélité, et aussi par une forme de dévotion au jazz. Dévotion dans laquelle on retrouve des comportements qui ont été mis en avant justement sur les fans de chanteurs plus populaires, moins légitimes, comme Elvis Presley. Non, c'est plutôt les artistes de variété. Voilà. Donc en fait, ces publics-là, cette douzaine de personnes, ils pratiquent l'écriture à propos du jazz, ils photographient des musiciens, ils jouent eux-mêmes de la musique en amateur. Et il montre justement que par rapport aux fans d'Elvis Presley, justement, qui sont principalement issus des classes populaires, ceux et celles qu'il a étudiés viennent de milieux plus favorisés. Donc il y a une correspondance sociale entre leur position et le degré de légitimité de l'objet sur lequel se porte leur investissement passionnel. Les fans de la série Le Prisonnier qu'a étudié Le Guern, eux, ils étaient davantage situés dans les régions intermédiaires de l'espace social. Et les fans d'opéra, qui ont été étudiés dans un beau livre en anglais de Benzekri, eux, venaient plutôt des régions, des classes supérieures. Alors, c'est une enquête qui a été menée à Buenos Aires, en Argentine. Et ce que montre Benzekri, c'est qu'aussi, donc, ils viennent des classes supérieures, et ce sont aussi souvent des enfants d'immigrés qui ont connu des trajectoires socialement ascendantes. Et donc, ils ont tendance, ces fans d'opéra argentins qui, en même temps, sont des immigrés qui viennent d'ailleurs, qui sont des ascensions sociales, ils manifestent des dispositions culturelles une sorte de bonne volonté culturelle à l'égard des arts légitimes et puis un sens de l'accumulation, de l'érudition.
Et les spectateurs et spectatrices étudiés par Wenceslas Lisée, eh bien, ils ont des propriétés sociales assez analogues. Ils se situent dans les régions intermédiaires de l'espace du public, en termes de profession et de niveau de diplôme. Et une partie d'entre eux et elles a connu des trajectoires sociales ascendantes. Alors, c'est surtout des hommes, même s'il y a quelques femmes. Mais la majorité de ces spectateurs du premier rang sont des hommes. Les femmes se livrent moins à cette course aux places et affichent moins leur érudition jazzistique. Donc, ils n'ont pas forcément la distance qui caractérise le rapport au jazz des amateurs qui sont issus de milieux plus favorisés, plus dominants, en fait. Voilà, et je m'arrêterai là, en fait, sur l'évocation de cette recherche, sachant que vous avez le plan et la bibliographie sur l'espace modèle. Ça va ? Est-ce que vous avez des questions ?